Donc je suis très content que Cédric, qui est à Lille en direct avec nous, ait accepté de communiquer aujourd'hui. Je connais Cédric donc d'un groupe de recherche sur les approches sociocritiques en éducation, le groupe Kéros. Et Cédric travaille beaucoup justement sur les usages de ceux qu'on appelle parfois les digital natives, qui sont peut-être pas aussi digital natives qu'on le pense. Donc, merci beaucoup Cédric, merci d'être en présence avec nous. Tu dois avoir un retour sur la salle. On a une très grande salle, donc tu as peut-être l'impression que c'est vide, mais il y a du monde devant. D'accord, oui. Alors, merci Christian. Alors, juste un petit aspect technique, je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Non, on ne voit pas la présentation. Ah d'accord, tu peux la diffuser en parallèle? Donc je vais la diffuser, sinon vous me dites juste quand vous passez de diapo. D'accord, donc je pourrais dire suivante. Voilà. Et comme j'ai un retour sur l'écran que vous voyez, on pourra vérifier qu'on est bien synchrone. Oui, puisque vous voyez l'amphi. Voilà. Alors Laurence, tu peux du coup afficher les diapos. Voilà. Alors, en attendant que ça commence, je vais commencer par remercier Christian de m'avoir invité. Alors c'est un grand plaisir et en même temps une certaine frustration. Alors là, je vois que vous voyez mon écran. Tout va bien, je commence? Oui, vous pouvez commencer. Vas-y, c'est bon. Très bien. Alors, déjà un grand merci, avec une certaine frustration. Déjà, effectivement, d'être dans le Nord-Pas-de-Calais et pas avec vous à La Réunion, c'est une première frustration. Et puis, une deuxième, évidemment, c'est de ne pas avoir pu suivre les présentations précédentes ni les suivantes. Pendant les précédentes, on essayait de se connecter. Du coup, voilà, au lieu d'intégrer bien ce que je vais dire dans la journée, j'ai un peu peur que ce soit un peu extérieur. J'espère que pour vous, ça ne posera pas trop de problèmes. Bon, j'ai voulu parler des usages numériques des étudiants et de montrer en quoi finalement les approches par compétences, qui sont, vous le savez tous, des approches qui se développent aujourd'hui dans le monde éducatif, sont des approches qui présentent certaines limites théoriques, et pourquoi, avec d'autres chercheurs, depuis quelque temps, nous essayons de parler plutôt de littératie, qui est une manière, il y en a d'autres, mais une manière possible de contourner ces problèmes-là, et notamment en s'intéressant à la littératie, non pas tellement à la littératie numérique telle qu'elle est, telle qu'on la convoque dans les travaux sur le numérique, mais en revenant à sa source, c'est-à-dire aux travaux anthropologiques dans les lignées de Jacques Goudy ou Brian Street. L'idée principale, c'est que, on le sait tous, tout enseignant le sait, il y a quelque chose qui a changé ces dernières années. Quand on entre dans un amphithéâtre, on voit quelque chose comme cela, c'est-à-dire on voit que les étudiants ont des ordinateurs sur lesquels ils prennent des notes. Nous recevons de plus en plus souvent des courriels d'étudiants. Nous nous connectons à un espace numérique de travail. Les étudiants le font aussi. Il y a des travaux qui sont rendus sous forme électronique. Bien souvent, les étudiants ont créé un groupe Facebook sur lequel ils peuvent échanger des informations, savoir quand est-ce qu'il faut rendre un travail, etc. Alors, si on réfléchit un petit peu aux différentes choses qui peuvent avoir changé, il y a finalement plusieurs éléments. Donc, la diapositive suivante. Déjà, il y a des équipements qui sont apportés par les étudiants eux-mêmes. C'est le cas de leurs ordinateurs, et ce sont des outils qu'ils importent dans la situation éducative de leur fait.
il y a aussi des équipements qui sont mis en place institutionnellement, des salles de travail multimédia, voilà, un certain nombre d'équipements, les espaces numériques de travail, qui sont finalement là le fait de l'institution universitaire elle-même. Et puis, il y a, et c'est la diapositive de droite, tous les usages qui sont détournés, clandestins. Alors ça peut aller des SMS qu'on s'envoie en salle de cours, aux pratiques de copier-coller et au plagiat qui nous concernent tous en tant qu'enseignants. Alors, en quoi ces idées-là, ce constat-là nous fait réfléchir? Déjà, il y a quelque chose qui a changé, mais il n'est pas du tout évident de savoir, de quantifier ou de qualifier ce qui a changé précisément. Deuxièmement, quand on raisonne sur ces problèmes-là, on a très vite fait de faire appel à des concepts ou des construits qui ne sont pas scientifiquement étayés. C'est le cas du fameux concept des natifs numériques, qui est extrêmement cité. Alors la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le concept des natifs numériques, qui a été forgé par Mark Prensky en 2001, qui a été cité presque 20 000 fois, alors que c'est un travail qui ne repose sur aucune source empirique. Il n'y a aucun élément empirique dans cette intuition de Prensky, et pourtant ça irrigue l'imaginaire collectif, les discours médiatiques, les discours institutionnels, et en partie, puisque ce sont ici des citations de recherche, en partie celles des chercheurs. Or, on a des bonnes raisons de douter de la validité de cette idée. Premièrement, parce qu'on sait tous que la culture numérique est traversée de lignes de fracture. Je ne vais pas développer cette idée longuement, mais on sait, par exemple dans les travaux de Sylvie Octobre ou ceux de Grandjean et Gire en 2012, que la jeunesse est traversée de lignes de fracture importantes. Par exemple, le choix des médias plutôt télévisuels ou plutôt ordinateurs et Internet sont très clivés, et ce qui est le plus clivant, plus que les clivages d'âge ou de genre, ce sont les clivages liés à l'origine sociale. Donc, parler des jeunes en général ou d'une culture homogène, c'est un premier problème. Deuxième problème, tous les acteurs du numérique dans l'éducation constatent qu'il y a un manque d'investissement des dispositifs collaboratifs et numériques de la part des étudiants. Alors qu'on nous présente ces étudiants comme étant nés avec une souris dans la main, comme étant rompus aux formes de communication numérique, ils communiquent peu et collaborent peu dès qu'il s'agit de le faire en situation éducative. Donc, tout ça, ça nous pose un certain nombre de problèmes. Et puis, diapositive suivante, on s'aperçoit que lorsque les étudiants communiquent, c'est parfois dans des formes qui peuvent poser question. Vous avez ici l'exemple d'un courriel que j'ai reçu il y a quelque temps d'une étudiante. On voit un certain nombre de signes, l'absence de majuscules, l'absence de signes de ponctuation, la syntaxe, la formule de politesse qui est employée, qu'il y a on va dire un dysfonctionnement par rapport au genre habituel de la communication en contexte académique, universitaire, entre un étudiant, un enseignant, ou entre collègues enseignants. Une erreur d'interprétation serait de juger ce message en termes d'écart par rapport à une norme. On sait que juger les pratiques des apprenants, des étudiants, des élèves, des jeunes, en termes d'écart par rapport à des pratiques dites expertes, est une voie qui scientifiquement est assez stérile. Il est préférable, à mon sens, de juger ce message comme étant le résultat d'un télescopage entre deux genres communicationnels. Un premier genre qui est celui de la communication entre enseignants et étudiants, et un deuxième genre qui est celui de la communication numérique
instantané ou en léger différé, que cette étudiante a probablement expérimenté dans d'autres contextes depuis assez longtemps, et qui finalement sont venus dicter une manière d'écrire qui, du coup, engendre cet écart avec le genre de la communication en contexte universitaire. Alors, on sait bien que les jeunes ne sont pas, comme on l'entend parfois, complètement perdus face aux communications. Toutes les craintes qu'il pouvait y avoir à une certaine époque sur le fait que le langage SMS allait perturber les capacités d'écriture des jeunes, on s'aperçoit, je me réfère par exemple aux travaux de linguistes comme Michel Marcoccia ou au travail en sciences de l'éducation de Roxane Joannides, qui a montré que même les collégiens qui utilisent très souvent le langage SMS pour leur communication interpersonnelle ne le reproduisent pas dans les copies. C'est-à-dire que les jeunes savent bien dans quel contexte il faut utiliser telle manière de parler ou telle autre, mais il y a là, en tout cas dans cet exemple, l'outil qui dicte une certaine manière de faire au détriment du contexte. Et donc c'est ça qu'il s'agit, à mon avis, de comprendre. Et c'est là que la notion de compétence, diapositive suivante s'il vous plaît, la notion de compétence pose problème pour plusieurs raisons. Déjà parce que justement elle induit cette idée qu'il y aurait un manque ou une non-adéquation par rapport à une norme. C'est-à-dire quelque part un jugement de valeur. Elle induit l'idée que une compétence, c'est quelque chose qu'on pourrait mobiliser dans différents contextes de la vie sociale, qui serait quelque part une caractéristique de l'individu. Or, un certain nombre de travaux dans différentes disciplines, que ce soit en psychologie, que ce soit en sociologie, ont montré que nos manières d'agir peuvent varier grandement. Et donc, la question qu'il se pose, c'est celle des passages. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut penser les passages entre les habitudes acquises dans certains contextes, par exemple les contextes de communication interpersonnelle, de consommation culturelle, qui sont bien ancrés dans les habitudes des jeunes, et des contextes académiques, par exemple de communication dans un forum de discussion en enseignement à distance, de communication avec les enseignants, comme dans mon exemple précédent. Comment ça passe de l'un à l'autre? Est-ce qu'il faut le penser sur le mode plutôt de la continuité ou plutôt de la rupture? Et à mon avis, ces deux manières de concevoir ne peuvent pas être tenues complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'il y a d'un côté les outils qui sont utilisés en contexte personnel et qui différeraient radicalement des outils utilisés en contexte académique ou d'apprentissage, parce que ce sont souvent les mêmes outils qui peuvent migrer de l'un à l'autre. J'en donnerai un exemple sur le traitement de texte tout à l'heure, qui peut être parfaitement maîtrisé en contexte personnel et puis devoir être adapté en contexte académique. Et vice-versa, on ne peut pas penser qu'il n'y a pas de lien parce qu'on voit qu'il y a des habitudes qui se transmettent. Alors, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour cela, personnellement, j'ai trouvé très inspirant les travaux en sociologie, notamment ceux de Bernard Lahire, qui insistent sur la pluralité intra-individuelle. Et notamment cette citation quand Lahire dit « Dès lors qu'un acteur a été placé simultanément ou successivement au sein d'une pluralité de mondes sociaux non homogènes et parfois contradictoires, alors on a affaire à un acteur au stock de schèmes, d'actions et d'habitudes non homogènes, non unifiés et aux pratiques conséquemment hétérogènes. » Je pense qu'on est là vraiment dans l'idée qu'il y a des outils différents qui sont mobilisés, certains principalement dans un contexte, mais parfois dans l'autre, parfois complètement dans un contexte, mais qui engendrent à la fois des représentations différentes et des pratiques différentes. Je vais en dire quelques mots avant de passer à la dernière partie qui va concerner plus la littératie. Donc la diapositive suivante, s'il vous plaît. Déjà,
dans les représentations, quand on va demander aux étudiants à quel plutôt univers ils associent tel ou tel outil, on s'aperçoit qu'ils ont des idées assez marquées. Par exemple, c'est le cas des quelques citations, je ne vais pas toutes vous les dire maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, mais Moodle, ça reste dans le cadre scolaire, alors que Facebook, on peut plus se l'approprier. C'est un espace pour nous, on sait que les profs ne vont pas aller regarder. Hein. Donc il y a cette idée que le compte Facebook, c'est quelque chose que tout le monde a, sur lequel on se connecte très fréquemment, parce qu'il y a le flux continu des informations qui arrivent. À l'inverse, se connecter sur Moodle ou sur son ENT, il y a quelque part une démarche un peu volontaire à faire. Donc on n'est pas dans une habitude acquise, incorporée, et qui prend place dans les activités quotidiennes. Si on regarde du côté des pratiques, donc diapositive suivante, alors je m'excuse, ce sont des données qui datent un petit peu, mais je pense qu'on aurait des choses très très proches si on répliquait l'étude aujourd'hui. J'avais demandé aux étudiants de l'île 3, c'était avant que les universités ne fusionnent cette année, on leur demandait voilà, combien de fois ils se connectaient à Internet pour leurs activités privées et pour leurs activités liées à leur enseignement. Et on s'aperçoit que le fait de se connecter tous les jours ou presque, c'est quelque chose pour quasiment tout le monde sur Internet. Alors, avec le développement des smartphones depuis, et ça a évidemment encore explosé. Par contre, se connecter à l'espace numérique de travail, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare. Si l'on regarde, diapositive suivante, un autre indicateur qui est le nombre de contacts que l'on peut avoir pour ses besoins personnels ou pour ses besoins universitaires, on a là aussi un hiatus très important. On a beaucoup plus de contacts pour ses besoins privés que pour ses besoins personnels. Dans une perspective des approches instrumentales, il me semble qu'on peut considérer qu'on a, pour un certain nombre d'outils qu'on utilise dans les deux contextes, affaire à la distinction que Rabardel avait déjà théorisée entre les outils, les artefacts et la manière dont on va les utiliser, c'est-à-dire les instruments. Pour Rabardel, un instrument, c'est les artefacts plus les schèmes d'utilisation, c'est-à-dire que en s'appropriant un instrument, il y a classiquement une assimilation, une accommodation, on transforme l'instrument, on transforme l'activité et on se transforme soi-même. De la même manière que l'agriculteur qui fauche son champ de blé se transforme par rapport à celui qui est dans sa cabine de moissonneuse-batteuse. Un exemple très rapide dans la diapositive suivante, c'est l'utilisation du traitement de texte. Quand il passe d'une utilisation d'un traitement de texte personnel pour écrire un texte soi-même, qui est un outil que les lycéens se sont appropriés le plus souvent de manière pas complètement satisfaisante, parce que c'est souvent des fonctions assez basiques, mais qui doit être complètement réapproprié lorsqu'il est utilisé, par exemple, pour écrire à plusieurs. Du fait des différentes versions, du fait que certains sont sous Mac ou certains sont sur PC, il y a finalement assez peu d'utilisation des fonctions de mode révision, par exemple, mais des schèmes collectifs sont mis en place. Par exemple, le fait de déléguer à l'un des participants au groupe la gestion du document, donc le groupe dit on envoie les modifications à un tel qui les intègre dans le document, ou alors un autre schème qui est mis souvent en place, c'est l'utilisation de codes couleurs. On sait que si on met un texte en telle couleur, c'est une proposition, si on met en telle autre couleur, c'est une modification de ce qui a été fait avant, etc. Donc là, on a bien le même outil, le traitement de texte, mais qui devient un autre instrument dans un autre contexte. Alors, diapositive suivante, pourquoi parler de littératie ?
Le principal intérêt, à mon sens, c'est précisément de refuser d'expliquer les difficultés rencontrées par les enseignants, par les étudiants, excusez-moi, en termes de niveau ou d'ignorance des normes. Ce n'est pas le cas, mais plutôt de considérer que devenir étudiant, on ne naît pas étudiant, on le devient, comme dit Anne Cordier, c'est devenir étudiant, entrer en formation, c'est une forme d'acculturation à un certain ordre du monde, un ordre social, symbolique, technique, sémiotique, cognitif, et que cette acculturation peut générer des tensions avec les pratiques antérieures. Il y a de nombreux liens entre la littératie numérique et la littératie tout court, et je dirais même avec les formes d'écriture. Diapositive suivante, on voit que aujourd'hui, l'écriture, et notre écriture à nous tous, et celle des étudiants aussi, est en grande partie sur des supports numériques. On lit de plus en plus, on écrit de plus en plus. Alors, André Tricot dit que le temps de lecture moyen des Américains, par exemple, depuis 1972, est passé de 1h36, si je me souviens bien, à 4h30 aujourd'hui. Et ça, c'est en excluant toutes les activités de lecture qui durent moins d'1 minute. 4h30 de lecture, c'est évidemment en grande partie sur des supports numériques. Deuxièmement, diapositive suivante, on s'aperçoit que tout comme la lecture et l'écriture, le numérique engage notre manière d'être au monde. Si on se réfère aux travaux de Bruno Bachimon sur la pensée computationnelle, il montre bien comment il y a finalement avec le numérique un changement qui est selon lui du même ordre que celui qui a changé avec l'invention de l'écriture puis l'invention de l'imprimerie. Et troisièmement, diapositive suivante, tous les discours qui étaient particulièrement présents dans les années 60-70 sur la fin de l'écrit et l'avènement d'une civilisation de l'image se sont avérés finalement relativement faux. Il n'y a pas moins d'écrits, les jeunes n'écrivent pas moins. Alors on a ici voilà, un dessin humoristique, mais souvent l'humour dit des choses importantes. Des parents qui disent à leur enfant, oui, on pourrait lire ton blog, mais tu pourrais aussi nous raconter ce que tu as fait à l'école. Et évidemment, derrière l'humour et la caricature, ben, oui, les élèves écrivent. Et donc, c'est pour ça que je pense que traiter le rapport au numérique comme une forme de littératie, c'est une manière finalement fructueuse. Alors, je vais conclure, je crois que j'ai encore 2 minutes, Christian. Vas-y. Alors, diapositive suivante, s'il te plaît. Si on se réfère aux traits que donnent Barton et Hamilton, qu'ils donnaient en 2010 pour la littératie, je me suis amusé, j'ai fait un petit exercice en rajoutant numérique à littératie. Donc, eux, ils parlent bien de la littératie tout court. Et on s'aperçoit finalement que toutes leurs propositions donnent des pistes de travail intéressantes si on veut s'intéresser aux usages numériques des étudiants. La littératie numérique est mieux comprise si elle est envisagée comme un ensemble de pratiques. Ces pratiques peuvent être inférées de l'observation d'événements. Alors eux, ils disent où le texte joue un rôle central, on peut dire où le numérique joue un rôle central. Il existe différentes littératies numériques associées à différents domaines de la vie. Là, on voit bien, c'est, je pense, tout le sens de ce que j'ai montré précédemment, de montrer qu'il y a finalement une variété des manières de faire avec le numérique dans les différents contextes de la vie. Les pratiques, alors j'ai remplacé de l'écrit par numérique, sont modelées par les institutions sociales, les relations de pouvoir. On retrouve les préoccupations qu'on a dans le groupe Kéros avec Christian. Et certaines littératies sont plus dominantes, plus visibles et plus influentes que d'autres.
Et là, je crois que mon exemple du mail de l'étudiante montre bien que si on considère ce mail comme étant une erreur ou un manque de l'étudiante, c'est bien qu'on a en tête une norme supérieure et peut-être qu'il faut se départir de cette idée-là. Diapositive suivante, et ce sera ma dernière diapositive. Les pratiques, donc là de l'écrit, les pratiques numériques ont des objectifs et sont inscrits dans des objectifs sociaux et des pratiques culturelles plus larges. Hein, c'est bien ces pratiques culturelles larges qu'il faut qu'on envisage. La littératie est historiquement située. Bon, ben là, concernant le numérique, on le voit bien, il y a une variabilité historique, ne serait-ce que par l'augmentation du temps de lecture que je mentionnais il y a quelques minutes. Et enfin, les pratiques de l'écrit numérique changent et de nouvelles pratiques sont fréquemment acquises à travers des processus d'apprentissage et de fabrication de sens informels. C'est justement ça, et finalement je vais quand même vous passer la dernière diapositive, Christian. Quelques traits communs et qui nous permettent justement de voir en quoi cette approche de littératie, elle peut être fructueuse. Ça engage notre manière d'être au monde, je l'ai dit. La littératie, comme la littératie numérique, implique des formes d'instrumentation de l'activité. Il y a des multitudes de formes et de contextes. La littératie comme la littératie numérique sont inégalement réparties et en tant qu'éducateur, ça doit nous concerner. C'est-à-dire que comment faire pour que tous les étudiants puissent accéder à la littératie nécessaire et pas seulement nécessaire en contexte personnel, mais en contexte académique. Cela engendre des difficultés des étudiants, et là encore, c'est notre rôle de pallier ces difficultés, de ne pas renvoyer ces difficultés à la responsabilité des étudiants uniquement. Et enfin, cela engage par conséquence la discussion de ce qui doit être enseigné et comment. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je crois qu'il y a maintenant un temps de discussion. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai perdu mon chronomètre entre-temps, donc je ne sais pas si j'ai dépassé. Merci beaucoup. Donc il y a en effet